Bienvenue dans Mobility TV, nous allons parler des SUV. Je vais d'abord vous réciter la phrase d'un de mes confrères, Sylvain Resser du Figaro. Nos sentiments à l'égard de ces véhicules hauts sur pattes qui se cachent derrière l'anglicisme SUV s'apparentent à l'effeuillage d'une marguerite. Je t'aime, un peu, beaucoup, etc. Quand on ne les regarde pas de travers, on leur inflige une taxe au poids et on menace d'interdire leur publicité. Dans le même temps, ces véhicules sont de plus en plus nombreux, ils gagnent du terrain. 38,2% du marché européen l'an dernier, plus d'un véhicule sur trois vendu dans le monde est un SUV. Je salue mes invités, Xavier Oran, bonjour. Bonsoir Pierre. Délégué général du CNPA, François Roudier, bonjour. Porte-parole du CCFA, Bernard Julien, que l'on salue, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, et Olivier Lefebvre, bonjour, le délégué syndical central FO-PSA. Qu'est-ce que c'est, Bernard Julien, cet amour, désamour du SUV? Qu'est-ce qui prend tout d'un coup certains à dire « attention, c'est mal, c'est pas bien », on aurait pu le dire depuis longtemps? Oui, alors je pense qu'il y a, comme vous le disiez, ce sigle américain qui rend la détestation plus facile, puisque si c'est américain, c'est le 4x4, etc. Ouais, c'est le Hummer. Il y a l'idée que on est avec ces véhicules-là dans une position où on va écraser les autres, etc. C'est d'ailleurs assez paradoxal parce que, au fond, les défauts que l'on prête aux SUV, eh bien, ce qu'on appelle les MPV, autrement dit les monospaces, avaient les mêmes défauts, exactement les mêmes du reste, en termes d'aérodynamisme, de poids, Ils ont etc. remplacé ces SUV, les monospaces. Mais il semble que les publics qui détestent les SUV sont précisément ceux qui ont des monospaces et ils détestent les SUV alors que les monospaces sont plutôt les véhicules dont ils sont équipés, quoi. Donc il y a quelque chose qui a assez peu à voir avec le rationnel dans cette histoire-là, même si après, il y a une question de poids, il y a une question d'aérodynamisme, très évidemment, qui a été pointée. Oui, j'allais dire, ça on le savait, François Roudier, l'aérodynamisme d'un SUV, il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour voir que c'est carré, c'est plus haut, donc forcément ça va polluer plus, et en plus c'est un peu plus lourd, donc... Alors oui, l'aérodynamisme, bon, c'est vrai, le SUV au départ c'est Jeep, c'est la Cherokee XJ qui devient SUV en passant de Sportswagon à Sport Utility Vehicle. Et là, on est dans les années... 84. Ouais. C'est 1984, clairement. Et après ça, le truc se développe aux États-Unis. Moi, j'allais souvent aux États-Unis à l'époque. Je dis, ce truc-là, ça ne marchera jamais en France. Je me suis toujours vraiment bien trompé. Après, quand j'ai vu l'X6 en Europe, je me suis dit, ça ne marchera jamais en Europe, ce truc-là. Voilà, et ça a fonctionné. Et ça a été un des best-sellers de BMW. Et ça a été un des best-sellers. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... on ne peut pas associer immédiatement le CX moins bon et le poids du SUV à une consommation plus mauvaise que la voiture qui l'a remplacée. Et lorsque vous regardez, vous avez pas mal de SUV qui remplacent des monospaces. Si je prends le 3008 par exemple, la première génération de 3008, c'est un monospace. Celui qui va le suivre, c'est un SUV. Or, il est plus léger et il consomme moins, ou dans ses pires versions, la même chose que le premier. Vous avez un peu la même chose entre Captur et Modus. La conso de la Modus, qui était pourtant moins lourde que le Captur, est plus mauvaise. Mais pourquoi est-ce qu'on met dans le même sac, vous parlez du 2008 ou du 3008, et je ne sais pas moi, le Q7 de chez Audi, le Lamborghini Urus C'est ça le sujet. C'est le sujet, c'est qu'en fait, les appellations automobiles sont faites par les gens du marketing. Il ne faut pas l'oublier. Et quand je parle des États-Unis, souvenez-vous, c'est un peu Mad Men. Donc on a réussi à trouver quelque chose de super attractif qui, aux États-Unis, déclasser complètement les voitures berlines, qu'on appelle flat cars, des voitures plates. Donc vous êtes un type assez nul, vous avez une voiture plate, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez un Sport Utility Vehicle. Et en fait, ce qu'on voit aussi à travers ça, c'est la sociologie de l'automobile qui montre l'état, qui montre le statut social. Et derrière l'achat du SUV, en fait, on a la résilience de l'automobile statut social. Et vous avez, lorsque vous interrogez des clients, toujours cette idée de dire je suis mieux, je vois mieux la route, je me sens plus protégé. Oui, je suis un peu quelqu'un de différent parce que j'ai mon SUV. Donc c'est ce qui est très complexe autour du SUV, c'est que derrière, il y a toute la sociologie d'automobile qui s'est greffée sur ce sujet. Le malus poids, maintenant les publicités, le WWF qui fait également son étude, chez PSA qui fabrique aussi des SUV, comment est-ce qu'on vit les choses? Comme une punition ou On essaye évidemment de lutter contre cette image-là, parce que le SUV aujourd'hui, en France, c'est une garantie d'emploi. Donc on a une nécessité de valoriser le SUV.
Qu'est-ce que vous voulez dire par une garantie d'emploi? Aujourd'hui, toutes les usines terminales chez PSA en fait fabriquent des SUV, que ce soit celle de Sochaux, celle de Mulhouse, de Rennes, Oui. de Poissy. Même la DS3, Et si elle n'en fabrique pas, c'est la fin de la production, c'est ce que vous voulez dire? Ça veut dire que ce sont des produits qui sont vendus avec une forte valeur ajoutée, donc qui se permettent aujourd'hui d'avoir des salaires et de financer tout le modèle social dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, vous voulez dire que le SUV, finalement, c'est social? On le voit aussi, puisque si vous voulez, quand on a vu l'ensemble des segments B, le 208, 2008 même, qui est un SUV plus petit et qu'on vend moins cher, qui est fabriqué en Espagne maintenant. La 208 est fabriquée au Maroc ou à Tarnava. Donc on a vu les segments B partir parce qu'il y avait la volonté de l'entreprise de garder sa profitabilité sur les véhicules, mais par contre, la volonté aussi de conserver de l'emploi en France. Et donc, on a vu le dernier modèle de 3008 qui a été lancé à Sochaux, notamment avec l'électrification et l'hybridation. Donc, ça veut dire on a une garantie d'emploi avec le SUV. Donc, on ne peut pas le diaboliser. Il faut absolument qu'on ait à l'esprit que le SUV, en plus, c'est une demande de la clientèle. C'est des véhicules qui plaisent. Donc, il ne faut pas le... Xavier Oran, vous qui fréquentez, j'allais dire, les cabinets ministériels, les hautes autorités publiques, qu'est-ce qu'elles en pensent? Parce qu'il y a des lois on s'interroge quand même, justement, sur le malus-poids. Un coup, on se dit on va le faire, puis après, on va peut-être pas le faire, puis après, on va peut-être le refaire. On a l'impression que ça s'en va et ça revient, pour imiter un chanteur décédé. Vous venez, Pierre de Villeneuve, de résumer la situation. Et j'en suis très triste. J'en suis très triste et très préoccupé pour le pays. Notre représentant de Force ouvrière vient parfaitement de le dire, ainsi que Bernard Julien et François Roudier. Il y a un désamour qui semble s'installer et qui est totalement paradoxal, parce que ce qui est dit et ce qui peut être pensé dans certains cercles parisiens n'est pas du tout la réalité du pays, n'est pas du tout la réalité de tous les jours. Et je suis très triste parce que nous mettons en danger une filière automobile et de la mobilité qui porte plus d'1 million d'emplois en France. Nous sommes entrés dans des débats en forme d'impasse qui nous ont menés à des ronds-points il n'y a pas si longtemps que ça. Et tout cela parce que le débat est tronqué et qu'une forme de croisade qui n'a rien à voir avec des études scientifiques, qui n'a rien à voir avec une approche rationnelle, a pris le dessus et brouille à dessein la compréhension à 360 degrés, beaucoup plus globale qu'il faut avoir aujourd'hui d'une filière automobile. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de pédagogie dans ce cas-là? Il faut faire de la pédagogie. On a l'impression qu'il y a un suivisme de cette croisade et qu'on ne fait rien. Si vous me permettez, effectivement, je pense qu'il est grand temps que la filière automobile se réveille. Il est grand temps que l'ensemble de ses représentants patronaux, syndicaux, montent le volume du son et expliquent de manière beaucoup plus franche et beaucoup plus claire un certain nombre de choses, à commencer par celle qu'elle n'a pas à s'excuser d'être ce qu'elle est. Et ça serait déjà un premier très grand pas en avant, parce qu'en termes de transition écologique, par exemple, la filière écologique, la filière automobile, n'a pas de leçon à prendre. Les constructeurs, ils ne s'excusent pas, mais ils suivent le mouvement. On a l'impression qu'ils se lavent les mains. Ils se disent, nous, on continue à suivre la demande, on continue à faire des SUV, mais on ne rentre pas dans le débat. C'est un choix de ne pas rentrer dans le débat ? À part envoyer François Roudier sur les plateaux de télé en disant, voilà, mais si, c'est bien les SUV. Voilà, ouais, pas vraiment. Parce qu'en fait, attention, vous avez avec ce SUV, c'est assez terrible sur le plan historique d'ailleurs, une illustration de la fracture française, où vous avez une augmentation de ces ventes de SUV, je ne dirais pas forcément le très haut de gamme, mais de l'entrée de gamme jusqu'à la moyenne gamme, dans une France qui est la France des périphéries. Donc les Dacia Duster, les Duster, si vous n'en voyez pas dans l'Allier, c'est que vous êtes aveugle. C'est pas possible, il y en a partout. Donc on voit très bien que l'acceptation de la voiture, de cette voiture moderne, confortable, qui répond aussi à une population qui est plus âgée, hein, l'assise est différente, ça compte pour les gens. Cette acceptation, elle n'est pas remise en cause. Et d'un autre côté, on voit des critiques, mais caricaturales, où on vous explique que les SUV c'est mauvais parce qu'on en voit à Neuilly mal garé ou dans le quartier du Sentier mal garé. On voit moins de Duster à Neuilly. Hein. On voit moins de Duster, voilà. Et en fait, pour nous, c'est assez complexe parce qu'on ne va pas non plus attaquer en frontal certaines critiques qui sont assez tellement stupides qu'on n'a pas vraiment d'argument logique par rapport à ça
je dirais, dans le milieu politique plutôt germano-pratin, et puis à côté de ça, un commerce qui fonctionne très bien avec l'essentiel de la France. Et quand vous regardez la progression des ventes de SUV en France, qui est supérieure à la moyenne européenne, bon, ça n'a pas été immensément poussé. Hein, les clients, il n'a pas fallu les frapper pour venir acheter des SUV. Est-ce que cette croisade, Bernard Julien, c'est pas tout simplement, in fine, avec une volonté finale de mettre fin à l'automobile, tout simplement, plutôt qu'on commence par le SUV, puis après on voit ce qui va se passer? Alors, ce n'est pas forcément la représentation que j'en aurais. Moi, je dirais qu'il y a quand même eu un effet Volkswagen. C'est-à-dire que, suite à l'affaire Volkswagen, il y a une partie... Donc, sur le diesel. Oui. Enfin, en tout cas, il y a eu dans une partie du monde politique, dans une partie des médias, la conviction que les constructeurs avaient toujours raconté n'importe quoi. Et que dès lors, on ne pouvait pas concevoir des politiques automobiles en les écoutant. Ni eux, ni les concessionnaires, ni la filière. Qu'ils faisaient du chantage à l'emploi, etc. Donc il y a une espèce de dramatisation du débat avec des gens qui sont convaincus qu'il faut aller très loin dans l'offensive si on veut obtenir quelque chose. Et il faut, d'une certaine manière, invalider l'argument de l'ensemble de la filière parce que mon voisin et mes vis-à-vis sont dans une défense forcenée de quelque chose qui est du passé, etc. Alors c'est vrai que le monde politique, malgré tout, tel qu'il vient de rendre les arbitrages sur la taxe au poids, il est obligé tout d'un coup d'écouter mon voisin et de dire si on fait la taxe au poids, alors on vide l'usine de Sochaux, alors on vide l'usine de Mulhouse, et alors on vide l'usine de Rennes qui vient d'être sauvée grâce au C5 Aircross. Et du coup, il faut quand même raison garder. Et le politique, malgré tout... C'est du patinage artistique, quand même. Mais c'est vrai que, et à Bruxelles, et à Paris, et partout, on est dans un truc qui est complètement schizophrène. Donc en fait, on a pris le SUV parce que c'est le premier sanglier qu'on a vu dans la battue, quoi. Oui, parce qu'on aurait pu prendre, je vous le disais tout à l'heure, on aurait pu prendre les monospaces de la même manière, mais on ne l'a pas fait parce que c'était plus français. Parce que, je ne sais pas quoi, les publics d'enseignants qui roulent avec ces véhicules-là, ils détestent les SUV, mais ils aiment ça. Donc on est quand même dans quelque chose qui est cul par-dessus tête, si vous voulez, d'une certaine manière. D'autant que les SUV français, ce sont quand même essentiellement, très souvent, des SUV du segment B. Qui sont des petits, les SUV les plus inoffensifs du point de vue, que de surcroît on commence à hybrider, etc. On peut juste regretter, et ça peut-être mon voisin me rejoindra, que à l'occasion des SUV du segment B, on n'est pas fait comme on fait avec la DS, c'est-à-dire les garder en France plutôt que de les bazarder. Olivier Lefebvre, si on arrête, si on fait un malus poids sur le SUV, et en l'occurrence en France, il n'y a plus de voitures françaises produites en France. Oui, il y en a plus. Et puis tout dépend à quel niveau en fait on met le malus. On peut avec en le choisissant, je dirais savamment. Ça on l'a mis côté, ça. En le mettant savamment, on peut limiter la casse. Mais nous, on a, au niveau des FO, on a bien entendu communiqué pour demander à ce que cette taxe malus, on a communiqué auprès de la presse, de manière à ce que les institutionnels l'aient bien en tête, qu'il ne fallait absolument pas le faire, sinon c'était 75% de la production française en fait, qui tombait. Xavier Oran, quand il y a eu, il y a encore très récemment, le Black Friday, un des arguments qui est ressorti, c'est que les autorités publiques n'ont pas le droit d'imposer l'arrêt du Black Friday, que ce soit à Amazon, à Cdiscount ou à Carrefour ou je ne sais qui. De la même façon, le gouvernement ne peut pas dire à PSA ou à Renault, on arrête les SUV. Donc il y a cette espèce de, ce que je disais, une espèce de patinage artistique où on essaye de glisser. C'est du patinage artistique, c'est de la conduite sur verglas, c'est ce que vous voudrez. Mais évidemment, c'est complètement contradictoire et ça devient illisible en termes de politique. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que nous assistons quand même à des débats qui sont hors sol. On ne peut pas faire l'impasse sur, hélas, ce qui s'est produit dans le monde entier et sensiblement dans notre pays. On va assister probablement à une tempête économique au cours des prochains mois et c'est précisément un vendredi, un Black Friday, dans un hémicycle quasi vide, que le malus au poids a été adopté par l'Assemblée nationale, présenté par le gouvernement, alors que le même gouvernement, quelques semaines plus tôt, s'était ravisé et avait rejoint les arguments de la profession en convenant qu'effectivement, il ne fallait mieux pas mettre en place un malus poids. Donc ce n'est pas l'hémicycle, et en l'occurrence la représentation populaire qui a voté, c'est le gouvernement qui a changé d'avis. C'est une bataille de conseillers du gouvernement. C'est une bataille au sein du gouvernement, il y a plusieurs sensibilités, en effet, ce n'est pas une surprise au sein du gouvernement,
Et c'est plutôt... on va les nommer, il y a le ministère de l'écologie et le ministère de l'économie de l'autre côté, qui sont en frontal. Bercy avait donné un arbitrage, c'est au final le ministère de l'écologie qui l'a emporté. Nous sommes aussi dans un contexte où il y a les discussions sur la Convention citoyenne pour le climat. On attend un projet de loi dans les prochaines semaines, donc il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été abordées à l'occasion du projet de loi de finances qui pourraient l'être au cours des prochains mois. Donc il y a des sujets tels que l'interdiction au niveau de la publicité qui pourraient revenir. D'autres choses encore parce que l'inventivité fiscale en France est quasiment sans borne et sans jeu de mots. Donc encore une fois, moi je vois les choses de manière très préoccupante pour la filière automobile, pour les emplois qu'elle porte. On est dans un contexte, encore une fois, de tempête économique. On voit les usines fermer les unes après les autres. Et on voit un certain nombre de gesticulations politiques sur les causes et les conséquences de tout cela. La réalité, c'est qu'il nous faut une politique automobile beaucoup plus claire, beaucoup plus stable. Et qui fait ça ? Qui fait ça ? Qui mène le bal ? C'est le gouvernement qui doit unifier. Le gouvernement, qui est au gouvernement ? Le gouvernement doit unifier une politique automobile, c'est bien le sujet, parce qu'il faut bien concilier l'écologie avec l'économie. On ne peut pas faire autrement. La filière est rentrée. Enfin, s'il y a deux ministères en frontal, il y a un Premier ministre, c'est peut-être à lui de décider. Est-ce que vous lancez ce soir un appel Non seulement nous avons demandé à être reçus par le Premier ministre et aucun représentant de la filière n'a été reçu à ce stade à Matignon. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, au niveau de mon organisation, le CNPA, nous nous réservons la possibilité de faire un recours devant le Conseil constitutionnel sur le malus poids. Nous sommes en train de l'étudier et au cours des prochaines semaines, dès lors que les études auront été complétées, le CNPA décidera ou pas d'aller jusqu'au bout, soit par lui-même, soit avec un certain nombre de parlementaires pour aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du malus poids, c'est une question de principe. Au niveau en pleine tempête économique, on ne peut pas dire d'un côté que les impôts ne seront jamais augmentés et de l'autre, créer ni plus ni moins un nouvel instrument fiscal qui est entre les mains de la puissance publique. 1800 kilos aujourd'hui, 10 euros par kilo supplémentaire. Demain, sans être naïf, ce seuil de 1800 kilos sera abaissé. Et quant aux 10 euros par kilo supplémentaire, il sera naturellement augmenté. Donc il faut faire très attention à cela. C'est un précédent dans un contexte tout à fait particulier et au moment où tous les efforts doivent être faits pour faire en sorte que l'empreinte industrielle de notre pays reste importante et que les points de vente que nous essayons d'ouvrir, parce que c'est ça la priorité. Ils vont rouvrir. Ils vont rouvrir, mais avant de vous rejoindre ce soir autour de votre plateau, il y a encore 10 minutes, j'ai été prévenu que des préfets, contrairement à ce que le Premier ministre a indiqué ce matin, n'avaient manifestement pas donné les ouvertures nécessaires pour que la distribution puisse se remettre en route et, ce faisant, faire en sorte que les usines puissent continuer à fonctionner. Donc il y a un moment donné, je pense que quand je disais tout à l'heure il faut monter le son, on est largement passé du temps où on était pas de vagues, pas de bruit. Je pense qu'il est très important que l'ensemble des représentants... Là, en l'occurrence, ce soir, vous montez le son, Xavier Oran. Je l'espère, et j'espère pouvoir être entendu. François Roudier, en attendant, est-ce que, j'allais dire, les constructeurs vont suivre le mouvement et suivre comme ils ont suivi pour les normes anti-pollution de Bruxelles, c'est-à-dire, là, sur ce que je viens de dire, on a fait du downsizing. Là, est-ce qu'on va essayer d'alléger les voitures ? Est-ce qu'on va utiliser d'autres matériaux ? Une nouvelle fois, les constructeurs ont le pistolet sur la tempe et se disent tiens, on va utiliser de l'aluminium ou je ne sais quel autre alliage pour que les voitures soient de plus en plus légères. Écoutez, on est capable quasiment de tout faire. Hein, on est capable ça, on l'a vu ces dernières années. Voilà, et on sait faire du léger, on peut vous faire une voiture en aluminium. L'Alpine de Renault, elle est en aluminium. Oui, mais elle coûte cher. Bien. Elle coûte cher, voilà. Et en fait, le problème, il est là. C'est que à développer ces politiques qui augmentent le coût d'utilisation de la voiture neuve pour les Français, on est encore en train d'élargir la fracture. Et on assiste actuellement à un vieillissement du parc automobile. Là, on va perdre un quart du marché normal français. Donc on sait que mathématiquement, l'âge moyen de la voiture va augmenter. Et cet âge moyen, pour moi, maintenant, il ne représente plus rien. Parce que vous avez des voitures de plus de 15 ans qui sont dans un monde qu'on connaît de moins en moins, alors qu'il y a tout, qu'il y a l'illégal dedans, qu'il y a les trafics, enfin, c'est terrible. Ça touche les populations les plus fragiles, des gens qui ont des voitures parce qu'ils en ont vraiment besoin, et puis à côté de ça, ceux qui auront les voitures neuves. Donc pas d'accord, Bernard Julien on est dans sur ce point-là. Dans un petit tempérament.
J'ai du vieillissement du parc une perception un peu différente, hein, parce que si le parc a vieilli à ce point, c'est aussi parce que les véhicules sont devenus beaucoup plus fiables, c'est aussi parce que les ménages ont d'autres priorités, et au fond, cet âge moyen qui tourne autour de 11 ans aujourd'hui, c'est un espèce de standard mondial de pays développés. Hein, et je pense que la loi naturelle d'évolution de nos sociétés fait vieillir le parc sans qu'on ait à en pâtir trop. Hein. Et ça va de pair avec une baisse du coût des véhicules. Qui a permis la multimotorisation, etc. Mais on dissuade peut-être les gens d'acheter des véhicules, puisque voilà, ils sont trop puissants, trop polluants, trop élevés, trop grands, trop je sais pas quoi. Ça, moi, je suis d'accord. Et du coup, on garde sa vieille voiture. Oui, et en même temps, si on garde sa vieille voiture, on lui dit ah oui, mais dans quelques années, vous ne pourrez plus la conduire, vous ne pourrez plus rentrer dans le centre-ville. Ce qu'on appelle le problème de l'alourdissement des véhicules, c'est pas seulement un problème de SUV ou éventuellement de monospace. Hein, c'est aussi une inflation normative qui a fait qu'on a demandé à ce que un certain nombre de dispositifs de dépollution équipent les véhicules. On a demandé à ce que toute une batterie d'éléments de sécurité équipe les véhicules. Hein. Quand je prends le cas d'une AX des années 80, elle pesait 700 kg. Le même véhicule. Il n'y avait pas l'airbag, il n'y avait pas la sécurité passive. Mais ça veut dire que derrière cet alourdissement, il n'y a pas que les terribles SUV. Il y a aussi un mode de régulation. Ce qu'oublie un certain nombre d'ONG dans leur rapport. Voilà, absolument, parce qu'eux ont été demandeurs non pas peut-être pas des SUV, mais en tout cas de tous les autres. Ils oublient la sécurité des voitures. Le législateur l'oublie de la même manière, parce que c'est le même législateur qui a fait en sorte... et Transport et Environnement, ils sont les premiers à dire que si les constructeurs ne vous équipent pas de tel ou tel dispositif, ce sont des assassins. Absolument. On dit tout et son contraire. On a toujours tendance aussi, et c'est un vrai problème, de considérer le véhicule comme étant le produit fini qui pollue. Alors qu'en fait, il faudrait bien prendre l'équation du puits, ce qu'on appelle du puits à la roue. C'est-à-dire, regardons combien va coûter à fabriquer un véhicule léger. L'aluminium n'est pas produit à côté. Il va bien falloir amener le bauxite de là où il est extrait. Et l'extraction même du bauxite, c'est pas des plaques, hein, c'est les petites particules qu'on vient derrière refondre. Enfin, il y a tout ça qu'il faut considérer. C'est le même problème qu'on a avec le diesel et l'électrique. C'est exactement la même chose en fait. On a voulu dire c'est la diabolisation, c'est l'automobile. Alors qu'en fait, il n'y a pas de diabolisation sur l'automobile. Il n'y a eu que des progrès de l'automobile. On a fait des progrès en termes de consommation, comme le disait Bernard Julien. On a augmenté le poids des véhicules et pourtant ils consomment de moins en moins si on ramène la consommation au kilo. Quand vous prenez un SUV, un point important sur les SUV, vous prenez un SUV qui fait 7 places, vous montez à 7 dedans. La même personne, si vous prenez une famille où on est 7, il faudra 2 véhicules pour se transporter. Donc il vaut mieux en avoir qu'un seul. Et donc si on ramène la consommation à la personne transportée, votre SUV, en fait, il est beaucoup plus avantageux qu'une 107 ou une 108. Le mot de la fin, Olivier Lefebvre, ça fait combien de temps que vous êtes chez PSA, que vous construisez des voitures? Ça fait 15 ans. 15 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, au bout de 15 ans, vous avez encore l'appétit de construire des voitures comme avant? Oui. Ça reste quelque chose de passionnant. Malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on vient de dire? Il y a de l'adversité, mais c'est un vrai combat. C'est un combat pour aussi lutter contre des fausses vérités. Il y a les fausses vérités. On est en train de découvrir qu'en consommant un hydrocarbure, en brûlant un hydrocarbure, on dégage d'un côté des gaz et des résidus. Vous voulez dire qu'on vient de découvrir l'Amérique? On vient de découvrir l'Amérique en 2020, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Olivier Lefebvre, merci à François Roudier, Xavier Oran et à Bernard Julien. Merci à tous.